Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir retrouvés pour un nouveau Bada qui, après le royaume hachémite de Jordanie, va nous propulser à Hong Kong où Charles Bruno nous écoute. Charles Bruno, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous êtes à Hong Kong depuis combien de temps? Depuis maintenant 6 ans. Et vous vous y occupez d'immobilier, je crois. Exactement. Dans ce Hong Kong où vous êtes, comment la pandémie s'est-elle présentée? Comment les autorités et la population y ont-elles fait face et avec quelle efficacité? Alors je pense qu'il faut commencer par rappeler la situation démographique et géographique de Hong Kong. Donc Hong Kong est une ville de 7,5 millions d'habitants, extrêmement dense et qui se trouve entre l'Asie du Nord et l'Asie du Sud. Donc c'est un hub de transport très important. Et malgré ces facteurs, la situation a été extrêmement bien gérée, puisque après 7 mois de pandémie, on ne déplore que 7 morts pour un peu plus de 1200 cas. Alors, comment expliquer ce succès face à la pandémie alors que nous n'avons pas été confinés comme en France? Je pense que cela tient à 3 raisons principales. La première, c'est la réponse de la population. La population, en fait, est relativement habituée à ce genre de situation. On se rappelle, par exemple, du SRAS en 2003. Et donc, spontanément, dès la début janvier, la population a commencé à porter des masques. L'immense majorité de la population a commencé à porter des masques, à se laver régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique, à appliquer les gestes barrières et puis à opérer la distanciation sociale. Les communautés, entre elles, se sont également mobilisées. Il y a eu des distributions de masques dans les quartiers et dans les bureaux, des distributions de stylo-billes afin de presser les touches des ascenseurs. Et donc, cette mobilisation a permis de vraiment contenir la propagation de la pandémie. Je pense que le second élément à retenir, c'est aussi la transparence. Dès le début de l'épidémie, et plus ou moins en accord avec les autorités sanitaires, des sites internet ont vu le jour sur lesquels on pouvait suivre chaque patient qui était infecté par le Covid. Donc, chaque patient, sous couvert d'anonymat bien sûr, étaient répertoriés sur des sites internet ouverts. On pouvait aller voir leur historique de déplacement, là où ils habitaient, et il y avait un numéro qu'on pouvait contacter si on soupçonnait avoir été en contact avec un de ces cas. Et là, les autorités sanitaires prenaient le relais et testaient les personnes sur lesquelles il pouvait y avoir un doute, les mettaient en quarantaine. Et donc cette transparence dans la population a permis également de vraiment contenir cette contagion. Le troisième élément, il faut bien le reconnaître, c'est la réponse du gouvernement. Ils ont pris toute une quantité de mesures qui se sont avérées proportionnées et salvatrices. Donc, dès la fin février, par exemple, tous les nouveaux arrivants à Hong Kong étaient mis de manière systématique en quarantaine. Donc en quarantaine dans des centres spéciaux, dans des hôtels, mais aussi chez eux, à l'aide de bracelets électroniques. Les écoles ont été fermées dès la fin février également. Un peu plus tard, en mars, les frontières ont été complètement fermées aux arrivants non hongkongais. Et des règles de distanciation sociale ont été mises en œuvre, donc pas plus de rassemblement de plus de 4 personnes, fermeture des bars et les restaurants ne pouvaient accueillir qu'à 50% de capacité. Donc c'est la combinaison de tous ces facteurs qui a permis une excellente gestion de cette crise. Maintenant, les conséquences, elles sont principalement économiques. Le taux de chômage qui, sur les 15 dernières années, oscillait entre 2,5 et 3%, est passé à près de 6% entre janvier et mai 2020. Les perspectives économiques sont sombres. Le gouvernement anticipe une récession entre 4 et 7%.
Et si on prend par exemple le secteur touristique, qui représente 4% du PIB et emploie près de 7% de la population active, le nombre d'arrivées de touristes est passé de 30 millions entre janvier et mai 2019 à moins de 3 millions entre janvier et mai 2020. Donc, c'est une diminution de près de 90% des arrivées, ce qui est très dur pour toutes les personnes qu'emploie ce secteur, qui sont employées par ce secteur. Donc, en conclusion, une situation très bien gérée, mais avec des conséquences économiques importantes. Merci de cette précision dans votre réponse. Est-ce que la pandémie a eu des conséquences sur la manière dont Hong Kong regarde le reste de la Chine? Alors, Hong Kong a toujours été méfiant quant aux informations qui arrivaient de la Chine. Donc, la pandémie n'a fait qu'exacerber cette méfiance. Cela dit, il y a un élément qui mérite d'être noté, qui est le rapport du monde scientifique, des médecins et des virologues par rapport aux chiffres qui nous arrivaient de Chine continentale. En effet, au début de la pandémie, à un moment, il y a eu plus de cas au Japon, en Corée et en Thaïlande qu'à l'épicentre du virus, ce qui a étonné, pour ne pas dire plus, les médecins et les médecins et les virologues, et qui a rajouté à cette méfiance des informations en provenance de Chine. La situation politique actuelle est impressionnante et on voit des images qui sont évidemment spectaculaires. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière? C'est-à-dire, est-ce que le très grand nombre de manifestants, jeunes manifestants la plupart du temps qu'on voit sur les images, doit être pris comme argent comptant, ou est-ce que la population se répartit selon des opinions diverses vis-à-vis de la situation avec Pékin? Sur le sujet des protestes, je pense qu'il est important de recontextualiser et de faire un petit rappel historique pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2019 au moment des protestes sur la loi contre l'extradition. Les premiers protestes d'ampleur ont eu lieu en 2003 lors de la première tentative du gouvernement d'implémenter une loi anti-subversion en accord avec l'article 23 de la mini-constitution de Hong Kong. À cette occasion, des manifestations réunissant plus de 500 000 personnes ont eu lieu dans la ville et c'était du jamais vu à Hong Kong. En 2014, il y a eu le mouvement Occupy Central, où la révolution des parapluies, qui a mobilisé la jeunesse, compte en faveur de l'élection du chief exécutif de Hong Kong au suffrage universel. Et il y a un élément qui est très important, c'est la gestion de cette crise en 2014. Donc au début de ces mouvements, du mouvement de la révolution des parapluies, près de 70% de la population de Hong Kong était en faveur de ces protestes. Et la stratégie du gouvernement était très intéressante. Plutôt que de déloger et de mater la révolution Manu Militari, ils ont laissé la situation s'endiguer. Et donc, les étudiants ont bloqué l'une des artères principales de Hong Kong pendant des semaines. Et le soutien de la population, petit à petit, s'est transformé en désamour, en quelque sorte. Et au bout de 2 mois de blocus, la population était bien contente lorsque les policiers ont délogé les étudiants. Et en 2019, les mêmes étudiants qui protestaient contre la loi sur l'extradition se sont souvenus que leur mouvement pacifique d'occupation de 2014 avait échoué. Et donc, il y a eu 2 mouvements à ce moment-là. Ceux qui étaient en faveur de protestes pacifiques, donc ils organisaient des grandes marches, plus d'1 million de personnes dans les rues à plusieurs reprises, et la partie plus violente qui disait, dont la théorie principale était, voilà, pour se faire écouter, pour se faire comprendre, il faut qu'on mène des actions coup de poing et qu'on ait des demandes claires. Donc, ils avaient les 5 demandes.
et ils ont mené donc des actions contre le LegCo, contre le Parlement, qui ont donné lieu à des images impressionnantes, le blocus de certaines universités. Et donc, si on regarde le profil un petit peu de ces manifestants, il y a eu la police a procédé à près de 9000 arrestations. Sur ces 9000 arrestations, 7000 ont moins de 30 ans et près de 2000 ont moins de 18 ans. Donc, c'est un mouvement composé de personnes extrêmement jeunes qui, pour la plupart, sont nées après 1997, ce qu'on appelle ici la génération maudite. En fait, la génération de 97, elle est née l'année de la rétrocession. En 2003, quand ils sont rentrés à l'école primaire, il y a eu le SRAS. En 2014, quand ils sont rentrés au lycée, il y a eu le mouvement des parapluies. Et en 2019, quand ils arrivent sur le marché du travail, quand ils finissent l'université, la loi anti-extradition. Donc voilà, c'est cette génération maudite qui est au cœur de ces mouvements qu'on a vus au cours de ces derniers mois. Comment est-ce qu'elle est reçue aujourd'hui par l'ensemble de la population? Il y a en France une faible partie, mais une partie suffisamment importante pour qu'on l'entende sur certaines radios et qu'on la voit sur certaines chaînes de télévision. Donc une faible partie de spécialistes qui soutiennent que la population est extrêmement divisée quant à ses rapports avec Pékin. Qu'est-ce qu'il en est et si c'est vrai, sur quoi porte cette division? Alors oui, il est clair qu'il y a une division au sein de la population qu'on peut sentir au quotidien. Par exemple, au sein même des entreprises, il y a une partie des employés qui sont pro-Pékin, une autre partie qui sont plutôt pro-démocratiques. Et donc, ça donne lieu à de houleuses pauses déjeuner. Et même dans les maternelles, les enfants dont les familles sont plutôt pro-Pékin vont avoir très tôt des avis divergents et essayer de débattre dans les salles de classe. Ce qui est plus compliqué, c'est de mesurer quelle est l'ampleur de cette division. Si on prend par exemple les élections locales ou législatives, on voit qu'il y a à peu près 60% de la population qui vote pour les pro-démocrates et 40% pour les pro-Pékin. La partie pro-Pékin a surtout des lobbies très forts dans certains domaines, parfois un peu surprenants. Donc, par exemple, tous les chalutiers et les ferries qu'il y a à Hong Kong sont vraiment acquis à la cause de Pékin. Il en est de même pour les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de bus. Et donc, il y a des lobbies importants qui soutiennent la Chine et qui soutiennent que Hong Kong est devenu Hong Kong grâce à ses rapports, à ses liens économiques très forts avec la Chine. Et qu'en quelque sorte, Hong Kong pourrait être redevable à Pékin et il juge la partie adverse vraiment ingrate en quelque sorte de ne pas reconnaître les points positifs qu'il y a eu à cette relation. Et puis l'autre partie est un petit peu tiraillée entre d'une part bénéficier économiquement de cette relation, mais leur attachement à des valeurs démocratiques, à la liberté d'expression. Et donc, il est difficile pour eux de complètement tirer un trait sur les relations avec Pékin et d'être vraiment virulent à leur égard. Il est difficile de mordre la main qui veut nourrir. Alors, nous enregistrons cette émission le 7 juillet. L'application de cette loi nouvelle n'a pas tardé. Qu'est-ce qui se passe autour de cette application? Quelles conséquences ça peut avoir? Et éventuellement, si ceux contre qui cette loi a été prise, si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils attendent de l'extérieur de Hong Kong et notamment des démocraties? Donc, cette loi sur la sécurité nationale intervient donc en pleine pandémie, vers la fin de la pandémie, après des mois de social unrest, de perturbation sociale. Le point principal, l'avantage comparatif de Hong Kong, c'est son système de droit commun
et tout va se jouer entre cette loi qui a été votée et puis les cas concrets qui vont en ressortir. Pour prendre un exemple, est-ce que cette loi anti-subversion, sécession, sédition et terrorisme est uniquement destinée aux adversaires politiques de Pékin, ou est-ce qu'elle va également être destinée aux recherches économiques indépendantes? Par exemple, si une société de conseil demain se dit fait des recherches et pense que la croissance en Chine n'est non pas de X% mais de Y, est-ce que cette dissension entre la recherche économique indépendante et les chiffres annoncés par Pékin est prétexte à se faire arrêter pour sécession ou sédition? C'est le grand point d'interrogation, et l'application de cette loi dans un système de droit commun, on attend, les sociétés, les individus attendent de voir comment elle va être appliquée. Au niveau des attentes des démocraties, les Hongkongais se sentent un peu seuls malgré l'offre sympathique de Boris Johnson, dont d'ailleurs ils ironisent un petit peu le sujet, en fait, avec le Brexit qui portait principalement sur des considérations d'immigration, accorder une possibilité d'immigrer à plus de 3 millions de personnes, c'est quand même assez ironique. Et la population maintenant fait des plans B, des plans C, au cas où voilà, cette loi dépasserait son spectre purement politique et irait atteindre directement à leur liberté de pouvoir écrire, de pouvoir faire des recherches de manière indépendante et de pouvoir se déplacer et de penser un peu ce qu'ils veulent. Vu de loin, vu d'Europe, au moment de la rétrocession, les garanties données à Hong Kong semblaient devoir être progressivement grignotées, mais doucement, sous une forme d'anesthésie locale. Chris Patten, le dernier gouverneur général britannique de Hong Kong, le laissait facilement entendre en privé. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération qui est précisément le moment que nous vivons. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? Est-ce qu'il y a eu du côté chinois une urgence qui a poussé le gouvernement à accélérer le raidissement de Pékin? Ou est-ce que cette urgence ou cette explication doit être cherchée dans les maladresses de Carrie Lam qui gouverne Hong Kong? Alors, depuis la rétrocession, il y a eu un certain nombre de signaux faibles qui sont apparus petit à petit au fur et à mesure des années. Par exemple, on peut noter la taille des drapeaux. Donc, sur tous les bâtiments officiels à Hong Kong, il y a un drapeau chinois qui est gigantesque et un drapeau hongkongais qui est beaucoup plus petit. Et au fur et à mesure des années, les dimensions de ces drapeaux sont apparues de plus en plus différentes. Il y a eu par exemple aussi l'ordre d'annonce dans les langues, dans les métros ou dans les ferries. Donc en fait, il y a 3 langues officielles à Hong Kong qui sont le cantonais, le mandarin et l'anglais. Et avant, il y avait d'abord un cantonais, qui est la langue locale, suivi de l'anglais et troisièmement un mandarin. Et petit à petit, c'était le cantonais en premier, suivi du mandarin et l'anglais en troisième. Donc il y a eu un certain nombre de signaux faibles qui annonçaient cette lente marche vers 2047 et la fin totale de l'indépendance théorique. Alors, est-ce qu'il y a eu urgence? Je pense que pour le gouvernement de Pékin, il y a une priorité qui est la sanctuarisation et l'unification de tous les territoires chinois. C'est pour ça qu'on voit dans le Xinjiang ou au Tibet un raidissement, un tour de vis sécuritaire en quelque sorte. Et c'est vraiment un objectif principal que de réussir à unifier toutes les provinces chinoises. Donc c'est Hong Kong, Macao, mais également Taïwan. Donc ça, c'est un objectif de fond
de Pékin. Ensuite, il y a eu des images qui ont été très difficiles à supporter pour Pékin. Je pense notamment aux images de drapeaux chinois qui ont été dégradés, qui ont été jetés à la mer, sur lesquels on a marché. Et ça, c'est des images. La Chine continentale est extrêmement patriotique, et c'est des images qu'ils ne peuvent pas supporter. Et donc, il y avait un peu urgence à arrêter ce mouvement qui dégradait les emblèmes, et puis peut-être un petit peu une peur que peut-être le mouvement traverse la frontière. Je rappelle que Shenzhen n'est qu'à quelques kilomètres, et donc il fallait l'arrêter, il fallait couper l'herbe sous le pied à ces mouvements. Il y a aussi un autre élément qui est le facteur de l'opportunité. Le gouvernement de Hong Kong a échoué à plusieurs reprises à implémenter l'article 23 de la nouvelle constitution. Il y avait beaucoup de social unrest et cette pandémie qui empêchait les gens de se regrouper et de mener des actions. Donc, il y a eu ce facteur peut-être d'opportunité à saisir, risqué bien sûr, mais ils ont peut-être joué cette carte. Sur les maladresses de Carrie Lam, le système de gouvernance entre le chief exécutif de Hong Kong et Pékin est extrêmement opaque. On ne sait pas très bien qui avait initié la demande et le projet de loi sur l'extradition. Et les rumeurs les plus folles courent sur ce sujet. Mais il est important de noter qu'effectivement, Carrie Lam a commis quelques maladresses. Je pense notamment à sa tentative de ban, d'interdiction des masques pendant les protestes. Elle a essayé de faire passer une loi pour interdire les masques, pour pouvoir identifier par reconnaissance faciale les manifestants. Et 3 mois plus tard, on la retrouvait elle-même avec un masque lors de toutes ces allocutions télévisées. Oui, en effet, je ne ferai pas de comparaison avec d'autres personnages chargés de la sécurité intérieure d'un pays. J'ai encore au moins une question à vous poser, qui est, est-ce que vous voyez déjà, parce que le secteur dans lequel vous travaillez, le secteur des actifs immobiliers, est un secteur extrêmement sensible, est-ce que vous voyez déjà les conséquences et de la pandémie et du durcissement des rapports entre Pékin et Hong Kong? Est-ce que ces deux événements ont des conséquences comparables? Et est-ce que vous voyez aussi quelque chose qui ressemble à une reprise? On voit le début du commencement d'une reprise. Dans les chiffres, alors les chiffres ne sont pas encore publiés, mais il y a un certain nombre d'indices, de signaux faibles qui montrent que la reprise arrive. Le taux d'occupation des hôtels est en augmentation. Bon, ils ont fait des offres de staycation, mais si les gens vont à l'hôtel, c'est parce qu'ils ont confiance en l'avenir et ils peuvent se permettre de dépenser un peu plus d'argent. Donc voilà, il y a un certain nombre de signaux faibles qui laissent poindre un début de reprise. Sur le secteur immobilier, alors Hong Kong est une ville très spéciale. Le foncier appartient à l'État, on ne peut que le louer pour un certain nombre d'années. Et c'est un point stratégique. Et il n'y a pas eu de modification profonde sur ce marché-là, du moins pour l'instant, du fait de la rareté de l'offre disponible. Donc, bien que les chantiers aient été un petit peu ralentis et que nous allons observer un petit peu de retard sur des projets de construction, de développement ou de rénovation, les fondamentaux de l'économie sont toujours là et les investisseurs sont toujours très intéressés d'investir dans ces projets-là. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est le manque de débat sur ce qu'il va se passer après 2047.
Donc, en 2047, l'accord sino-britannique arrivera à expiration. Et c'est le flou total sur ce qui va se passer. Est-ce que les baux qui ont été signés entre le gouvernement de Hong Kong et les propriétaires terriens vont être maintenus? Est-ce qu'ils vont disparaître? Donc c'est une question que tout le monde se pose et que personne n'aborde. Il n'y a pas de débat dans cette... Il n'y a pas de débat pour répondre à cette question, et ça crée une certaine uncertainty, incertitude que les milieux d'affaires révulsent. Charles Bruno, je vous remercie de tout ce que vous nous avez appris. Vous êtes, en plus de vous, il y a à Hong Kong 1041 auditeurs du Nouvel Esprit Public. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous aviez une idée, je vous laisse l'expliquer. Eh bien, je pensais qu'il aurait pu être sympathique et convivial de se retrouver entre auditeurs du Nouvel Esprit Public pour un verre ou un dîner à Hong Kong. J'ai donc créé une adresse email sur laquelle nos fidèles auditeurs hongkongais peuvent me joindre afin d'organiser cette rencontre. Vous pouvez donc me contacter à lenephk@gmail.com. Donc lenephk@gmail.com. Très bien, je pense qu'il sera absolument indispensable, dès que cette réunion sera préparée, que l'animateur du Nouvel Esprit Public vienne se produire devant l'Assemblée que vous alliez réunir. En tout cas, je vous souhaite très bon succès pour cette initiative. L'adresse que vous venez de donner, lenephk@gmail.com, accompagnera la présentation de notre entretien. Elle sera également indiquée, rappelée dans la lettre d'information ou dans le supplément à la lettre d'information que nous diffuserons d'ici la fin de cette semaine. Charles Bruno, merci beaucoup et j'espère à bientôt à Hong Kong alors. Merci Philippe Meunier, vous êtes bienvenu quand vous voulez.